Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. C'est Marc-André Leclerc qui est là à la politique ce matin. Salut Marc-André. Bonjour Mario. Bon, M. Carney à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Est-ce que son entourage va être nerveux? Ah, c'est clair. Puis Mario, t'as beau te préparer à ce genre de rencontre-là, te mettre 10 conseillers dans une salle quelques heures avant la rencontre avec M. Trump, tu sais pas comment ça va virer. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est M. Trump qui nous l'apprend. On n'a pas appris ça dans ce qu'on appelle dans le jargon le readout. Il y a eu la discussion suite à l'élection mardi entre les deux hommes. Et dans ce que M. Carney, lui, a voulu nous dire de la rencontre, on ne nous a pas parlé de cette visite-là. Donc, probablement on voulait faire attention à M. Trump. Mais c'est pas la première fois que M. Carney est un petit peu cachotier suite à ses rencontres avec M. Trump. On va voir si M. Carney va en prendre la coutume prochainement. Mais c'est très risqué parce que pour moi, Mario, le mandat qu'a obtenu M. Carney, minoritaire, quand même fort, mais ça repose seulement sur Donald Trump. Il doit exceller, il doit trouver une façon de négocier, de mettre les tarifs. Même samedi dernier, M. Carney nous a dit, Mario, les négociations, peu importe qui va remporter, vont commencer dès la semaine prochaine, pendant cette semaine. Bon, clairement, il n'y aura pas de négociation. Donc, si on fixait une rencontre à court terme, on peut voir ça comme l'étape 1 des négociations, de fixer la rencontre. Mais est-ce imaginable, mettons, un scénario positif de Stéphane Bureau l'évoquait tantôt, que dès cette première rencontre, on suspend l'ensemble des tarifs avec le Canada, le temps de négocier ou d'explorer cette idée-là, de dire, regarde, on met tout ça sur, comme on dit, on met tout ça sur hold, on met tout ça sur pause, le temps de renégocier l'entente globale Canada-États-Unis-Mexique. Ben, c'est clair, ce serait le meilleur scénario. Et c'est ce que M. Carney a vendu aux électeurs durant la campagne, de mettre fin aux tarifs rapidement, de négocier, d'avoir une nouvelle entente, de mettre ça derrière nous. Donc, clairement, c'est sûr que si M. Carney repart avec ça de la Maison-Blanche, c'est certain que c'est une victoire pour lui. C'est la mission qui doit se donner. Comment ça va virer? Également de négocier rapidement. Et tout ça arrive, Mario, extrêmement rapidement. Bien sûr, la Maison-Blanche, mais également, ce qu'on a appris également hier, c'est que la Chambre va revenir le 26 mai. Donc là, ce matin, on est le 1er mai. 26 mai, c'est le retour de la Chambre. Ça veut dire que le 26 mai, on va élire le nouveau président de la Chambre. Normalement, le 27, ça devrait être le discours du trône. Entre-temps, M. Carney doit former son conseil des ministres, en plus d'aller voir M. Trump à la Maison-Blanche. Ouais. Est-ce qu'il pourrait y avoir un invité surprise à ce discours du trône? Ouais. Là, Mario, ça, c'est intéressant, parce que là, ça commence un peu à circuler. J'ai vu quelques trucs sur le web, des sites un peu plus tiercés, pas des sites officiels, puis il n'y a personne qui a confirmé cette information-là. Le roi Charles... Parce que techniquement, là, la coutume, c'est que le gouverneur général fait la lecture du discours du trône. Il est écrit par le premier ministre, évidemment, c'est ses orientations, mais il est lu officiellement, là, il est livré par le gouverneur général, mais c'est toujours au nom du roi, là. Effectivement, toujours au nom du roi, donc ça se passe dans la chambre du Sénat, c'est la gouverneure générale, normalement, qui est là, qui lit, le premier ministre est assis à côté de la gouverneure générale. Bon, le discours est écrit par l'équipe et le premier ministre. La gouverneure générale rajoute un petit mot au début, et après ça, elle lit ça, mais c'est tout un protocole. En 1939, George VI, juste avant la Deuxième Guerre, est venu, et après ça, à 2 reprises, Élisabeth II est venue en 57 et en 77 lire le discours du trône, et là, le bureau du premier ministre n'a pas voulu dire non, n'a pas voulu dire également qu'est-ce que M. Carney a dit au roi lors de son audience à Londres juste avant le début de la campagne. C'est la semaine où M. Carney était premier ministre avant de déclencher la campagne. Donc,
Les rumeurs sont là, ça peut arriver. Mais c'est un bon ou un mauvais, c'est un bon ou un mauvais symbole? Là, du côté bon symbole, ça pourrait faire c'est plus gros, l'époque est historique, c'est énorme, le roi est là. Mais en même temps, les députés, il y a une partie qui se battent pour plus faire le serment au roi. Est-ce que vraiment la présence du roi d'Angleterre, c'est surtout que le roi Charles, là, c'est pas notre préféré, là. On s'entend, là. Fait que là, moi, j'avais une pensée, Mario, quand, là, j'ai vu ça hier, quand j'ai entendu ça, j'avais une pensée pour, tu sais, les nationalistes, souverainistes, qui ont voté libéral pour M. Carney. Une des premiers gestes, ils amènent le roi Charles, leur pire ennemi, sans doute, des nationalistes souverainistes ici au Québec, là. Bon, à suivre. Et de son côté, est-ce que tu penses que Pierre Poilievre va survivre politiquement à cette défaite-là? Puis il y a une coche de plus, parce qu'en n'étant pas élu dans son comté, il faut que les conservateurs, faut que quelqu'un se sacrifie, il faut que les conservateurs fassent un effort de plus pour le garder comme chef. Ouais, ça c'est le bout tannant, Mario. Tu le sais, t'étais chef de parti, là, quand tu perds ta circonscription, tu sais, c'est là, faut que tu demandes à quelqu'un. Fait que c'est pas... Tu sais, Monsieur Poilievre, il peut être content des résultats en Ontario. Puis moi, ce qui me fascine, Mario, là, c'est que avec la campagne, les narratifs de chacune des campagnes, quand tu regardes les résultats en Ontario, là, les régions qui sont le plus touchées par les tarifs, là, actuellement, là, des 2 derniers mois, là, London, Hamilton, Windsor, tous ceux-là qui sont dans le Niagara, là, tous ceux qui sont dans le sud, là, ils ont voté conservateurs. Ouais. Et puis à Montréal, dans des comtés où il n'y a pas une industrie, puis des gens des industries, des technologies, puis tout ça, qui sont pas affectés par les tarifs, eux autres, ils ont eu peur de Trump, puis ils ont voté libéral à 2 mains. Libéral. Ouais. Mais pour revenir à M. Poilievre, moi, tu sais, j'ai vécu le rodéo. Là. En 2019, j'étais chef de cabinet de M. Scheer. On a gagné le vote populaire. On a fait 22 sièges de plus que l'élection précédente, mais on a perdu. On a ramené M. Trudeau à son 2e mandat minoritaire. Puis, dès le lendemain matin, Mario, je le savais, c'était fini. Fait que cette semaine, je me suis amusé un peu. Depuis, j'ai appelé quasiment les mêmes gens que j'avais consultés au lendemain de la défaite de M. Scheer, qui m'avait dit, Marc-André, tu sais, M. Scheer, il est toasté bien dur, c'est terminé. J'ai rappelé ces mêmes gens-là, un peu à travers le pays. Puis ils m'ont dit, M. Poilievre, il mérite une 2e chance. Fait que je ne sens pas... Tu sais, la hauteur de la vague, là, je suis un gars du lac Saint-Jean, j'ai fait la traversée du lac Saint-Jean, j'ai eu le bonheur de faire ça à 6 reprises. Des fois, quand tu passes sur le quai à Péribonka, tu sais que la vague dans le lac, en plein milieu, va être à 6 pieds, tu sais que ta journée va être longue. Tandis que M. Poilievre, tu sais, M. Scheer, M. O'Toole, c'est de la vague de 6 pieds. M. Poilievre, bon, le fait d'avoir perdu Carleton, tout ça, c'est de la vague d'1 pied, c'est de la petite baguette là, pour le monde chez nous au lac. Fait que je pense qu'il va être capable de le faire. À cause des gains en Ontario principalement, quelques gains aussi en Colombie-Britannique, un peu partout, mais principalement ces gains en Ontario dans des circonscriptions qu'on ne pensait pas accessibles, avant la campagne, quand ils venaient par 20 points, mais moins accessibles durant la campagne, avec les sondages, avec les narratifs, Trump, tout ça. Puis il y a même, hier, j'étais surpris, Mario, en parlant avec des libéraux. Bon, les libéraux, il y a 3 mois, tu pensais perdre, tout ça, puis ils sont contents. Là. Je dis pas qu'il y a de la... Tu sais, ils sont en train de chicaner entre eux autres, mais ils ont quand même perdu des députés importants en Ontario. Là. Et là, il y en a qui se disent, si M. Carney avait vraiment fait campagne, tu sais, M. Carney, il a fait une campagne ronron, petit patapon. Il n'a pas fait campagne. Il n'a pas fait campagne. Mais là, quand tu perds des joueurs, tu sais, quand tu penses que tu allais être majoritaire, tu perds des joueurs, ils sont contents, ils pensaient pas être élus, ils pensaient se ramasser dans l'opposition, mais quand même, M. Carney aussi va devoir aussi expliquer à ses troupes, tu sais, pourquoi il a pris ça relax. Mais c'est sûr que pour M. Poilievre, il va devoir être très humble. Tu sais, tu peux pas arriver ta première rencontre du caucus, là, tu peux pas arriver là arrogant. Là. T'as perdu ta circonscription, t'as perdu une avance de 20 points. Fait que c'est sûr que c'est un chef qui va être sous surveillance. Là. On est prêt, je pense, à lui donner une 2e chance, mais il faut falloir qu'il travaille plus en équipe. Il y a plein de choses à corriger. Puis il faut voir qu'il démontre rapidement à ses troupes qu'il est capable, puis il a compris. Puis des fois, une défaite, là, ça fait du bien, puis on est meilleur par la suite. Là. On va suivre ça. Merci Marc-André. Merci Mario.